La légende raconte qu'un nain nommé Fafnir était célèbre pour sa force et son courage. Il était le fils d'un célèbre roi nain. En raison de ses qualités, il a été chargé de protéger le royaume. Les nains étaient connus pour amasser beaucoup de richesses, si bien qu'assurer leur sécurité était indispensable. Ils vivaient dans des maisons faites d'or et de pierres précieuses. Mais Fafnir avait aussi un autre talent particulier. Il était capable de se métamorphoser. Trompé par Loki, l'esprit nordique de la malice, Fafnir a été pris par sa cupidité et l'éclat du trésor de son père. Il a décidé qu'il ne voulait rien partager, pas même avec son père ou ses frères. Il a volé le trésor et s'est enfui tout seul dans un endroit où il serait difficile de le trouver, au milieu du désert. Pour protéger sa richesse, Fafnir s'est transformé en un dragon. Il ressemblait à un énorme serpent, puissant et effrayant. Mais ses pouvoirs ne s'arrêtaient pas là. Comme le dragon ne pouvait pas voler, il a répandu du poison tout autour de sa nouvelle demeure, de sorte que personne n'ait une chance de survivre s'il voulait lui prendre son or. Mais Fafnir a fini par être vaincu par un jeune héros nommé Sigurd. La légende de Fafnir tente d'expliquer que la famille est plus importante que la cupidité. Elle montre aussi les nombreux pouvoirs magiques que possèdent les dragons. Mais le plus intéressant est que c'est un bon exemple de la façon dont les dragons sont apparus dans nos contes. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires mentionnant des dragons. Il suffit d'allumer la télévision ou de jeter un coup d'œil dans n'importe quelle librairie et tu tomberas sûrement sur des dragons quelque part. Des variations de créatures ressemblant à des dragons ont été décrites dans des histoires du monde entier, de l'Asie à l'Europe du Nord. La plupart de ces créatures sont représentées avec des corps, des ailes et des griffes semblables à ceux des reptiles. Et la caractéristique la plus effrayante de toutes, c'est qu'elles peuvent cracher du feu. Le nom de ces créatures vient du mot latin draconem, qui se traduit par « énorme serpent ». Mais faisons un voyage dans le passé pour comprendre comment tout a commencé. Un historien asiatique, par exemple, a découvert des fossiles au IVe siècle avant Jésus-Christ et a décidé qu'il était tombé sur des dragons. En voyant un stégosaure fossilisé, il est facile de comprendre pourquoi il était si confus. Il mesurait 9 mètres de long, 4 mètres de haut, et son corps était recouvert de plaques blindées et de pointes. Le crocodile du Nil aurait aussi pu être pris pour un dragon. Il existe encore aujourd'hui et vit en Afrique subsaharienne. Mais il était peut-être plus populaire dans les temps anciens. Lorsqu'ils atteignent la maturité, les crocodiles du Nil peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent marcher avec leur corps décollé du sol. Et certains ont même été photographiés debout sur leurs 2 pattes arrière. Les goannas sont des lézards ressemblant à des dragons qui vivent en Australie. Aussi grands qu'ils soient, ils ont aussi des dents et des griffes acérées comme des rasoirs, et sont même connus pour produire du venin. Il est facile de comprendre pourquoi les goannas peuvent être la source de la version australienne des dragons. Lorsque les humains ont découvert pour la première fois des os de baleines, ils n'avaient aucune idée que ces animaux vivaient dans la mer. Vu leur taille, ils ont sûrement dû penser qu'ils étaient dangereux. Et comme on voit rarement des baleines, si on ne va pas sous l'eau, elles étaient mal comprises et facilement confondues avec des dragons aussi. La source la plus intéressante de la mythologie des dragons est probablement le cerveau humain. Dans un livre intitulé « Un instinct pour les dragons », une théorie affirme que les dragons existent dans presque toutes les cultures anciennes, parce que nous avons évolué pour craindre les grands prédateurs afin de survivre. Nous ne sommes pas les seuls mammifères à faire cela. Les singes ont une peur innée des serpents et des grands chats, par exemple. Quand on combine ces traits naturels avec le folklore, on obtient partout de nombreuses histoires de dragons, adaptées à chaque région. Les bêtes reptiliennes dotées de pouvoirs magiques remontent aussi loin que les origines de la civilisation humaine elle-même. On parle même de l'ancienne Mésopotamie. À l'époque, les humains croyaient en toutes sortes de créatures. Mais leur esprit principal était Marduk, le patron de la ville de Babylone. Si on regarde à travers les œuvres d'art de l'époque, Marduk était représenté avec un dragon en forme de serpent à ses côtés. Il pouvait soit être gentil, soit vengeur, selon l'humeur. Maintenant, si tu veux t'inscrire pour devenir un dragon, la première chose qu'on te demandera lors de l'entretien est de savoir si tu peux cracher du feu, bien sûr. Les scientifiques ont donc essayé de trouver des moyens qui pourraient rendre réel le fait que les dragons puissent cracher du feu sans endommager leur gorge.
Ils ont notamment examiné le scarabée bombardier. Cet insecte peut emballer des substances très chaudes dans son ventre. Dès que la créature est dérangée par quelque chose, elle expulse une charge ardente de produits chimiques. Ce n'est pas vraiment du feu, mais ça brûle, donc c'est assez proche. Pour en revenir aux dragons, ils devraient avoir des glandes similaires dans leur gorge pour produire le même effet. Mais d'où viennent les dragons ? Ils ne sont pas apparus de nulle part, quelle que soit la source que tu consultes. Certains contes, comme celui de Fafnir, disent que même les humains peuvent se transformer en dragons. Mais la théorie la plus populaire est que les dragons naissent sous forme d'œufs. Certaines sources ébauchent même une série d'étapes qu'un dragon doit franchir au cours de sa vie. Tout commence par l'éclosion. On dit que les dragons mangent leurs coquilles pour en sortir et brisent les parois de l'œuf. Puis, il y a le stade dragonnet. C'est ainsi que les spécialistes des dragons appellent un dragon nouvellement éclos. Il est encore petit et faible. Mais ne t'inquiète pas, il peut très bien s'occuper de lui-même. Le reste des étapes de la vie d'un dragon est assez explicite. Il y a les dragons adultes, puis les dragons anciens. La vie d'un dragon se termine lorsqu'il atteint le stade du crépuscule. Certaines sources affirment que les dragons ne cessent jamais de grandir. D'autres disent même qu'ils n'arrivent jamais à la fin de leur vie. Ils passent simplement à un autre type d'existence spirituelle. Des villageois ont disparu du royaume de Neverburg. Le roi fait appel à vous et à votre équipe, composée d'un moine drachéide, d'un druide demi-elfe, d'un roublard tieflin et d'un magicien nain. Vous devrez pénétrer dans les bois sombres, la terre de la magie noire, retrouver les personnes disparues et les ramener saines et sauves. Mais le chemin à parcourir est semé d'embûches et de monstres tapis dans l'obscurité. Si vous réussissez, le roi vous donnera chacun 1000 pièces d'or. Mais si vous n'y parvenez pas, eh bien, disons juste qu'il vaudrait mieux réussir. Maintenant, lancez les dés pour voir ce que le destin vous réserve. Excitant, n'est-ce pas ? Eh bien, si tu es un joueur de Donjons et Dragons, tu peux te plonger dans un monde de fiction et te lancer dans d'innombrables quêtes de ce genre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu d'imagination et d'un goût prononcé pour l'aventure. Publié pour la première fois en 1974, Donjons et Dragons a conquis des millions de fans au fil des ans. Le fait d'être le premier jeu de rôle fantastique sur table disponible dans le commerce y a probablement contribué. Il se trouve un joueur en particulier qui est, à juste titre, le plus grand fan de ce jeu. Il joue la même partie depuis 40 ans maintenant, battant ainsi le record de la plus longue campagne ininterrompue de Donjons et Dragons. Voilà un mec qui n'a aucun problème avec l'engagement. Robert Vardo a commencé sa campagne de Donjons et Dragons en 1982, alors qu'il était encore adolescent. Mais à l'époque, le jeu n'était pas encore le phénomène que l'on connaît aujourd'hui. De nombreux parents inquiets le considéraient comme une véritable menace. Ils pensaient que leurs enfants subissaient une sorte de lavage de cerveau, les entraînant du côté obscur, pour ainsi dire. C'est pourquoi, pendant un certain temps, de nombreux enfants ont ressenti le besoin de cacher le fait qu'ils y jouaient. La communauté dans laquelle Vardo a grandi n'était guère différente. Il dit qu'il y avait beaucoup d'a priori envers le jeu. Ainsi, quand il a découvert Stranger Things, ça lui a fait un petit pincement au cœur. Il est heureux que des séries comme celle-ci et des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit aient contribué à rendre ces thèmes fantastiques aussi populaires. Fasciné par le monde magique et merveilleux qu'offrait le jeu, il a commencé à y jouer avec 2 de ses amis. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un dé à 20 faces et de quelques feuilles de papier pour créer les personnages qu'il voulait incarner. Cependant, Vardo n'était pas exactement un joueur, mais le maître du donjon, ou MD pour faire plus court. Les MD sont ceux qui organisent chaque session de jeu. Ils sont à la fois l'auteur et le conteur. Ils créent l'intrigue et le cadre de chaque aventure, élaborent tous les défis que les joueurs devront relever et choisissent les créatures qu'ils devront combattre. Ils ont un contrôle total sur tout ce qui se passe dans le jeu, sauf sur les actions des joueurs. Ce sont également eux qui sont chargés de tout décrire aux aventuriers pendant le jeu. Dire que Vardo est un bon maître du donjon relève de l'euphémisme. C'est un MD de classe olympique. Il a commencé avec seulement 4 personnes, mais il a guidé environ 60 joueurs à travers leur quête depuis lors. Des gens sont venus en voiture ou même en avion de tout le Canada pour prendre part à son jeu sans fin.
Mais quel est son secret pour diriger ainsi la meilleure et la plus longue partie de Donjons et Dragons de l'histoire? Prenez votre stylo et votre calepin pour noter sa formule, maître du donjon en herbe. Numéro 1, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et Vardo a certainement eu sa part de pratique. Sur une période de 40 ans, il estime avoir passé 20 800 heures à pratiquer ce jeu, sans compter tout le temps qu'il a passé à fabriquer ses 30 000 figurines peintes à la main, ainsi que ses villes et ses terrains personnalisés, tous faits maison. Numéro 2, donnez tout ce que vous avez. Vardo vit et respire pour que la partie continue. Il a même pris des décisions importantes dans sa vie en fonction du jeu, comme l'achat d'une maison dont le sous-sol serait assez grand pour accueillir sa partie et abriter son set de 30 000 pièces. Il devra peut-être bientôt appeler un agent immobilier pour trouver une maison plus grande. Numéro 3, rendez votre monde intéressant. Vardo est professeur d'histoire à l'université de Western Ontario. Et sa carrière a certainement eu un impact sur le monde qu'il crée pour ses joueurs. Il le décrit comme une version alternative de l'histoire de la Terre. Il n'hésite donc pas à s'inspirer de philosophie, de sociologie et à intégrer l'histoire de notre monde réel pour aboutir à une histoire unique. Numéro 4, ne vous laissez pas limiter par les règles. Même s'il existe un livre de règles pour les joueurs et les maîtres du donjon, le plus récent étant la 5e édition, Vardo ne s'y tient pas vraiment. Il adapte et ignore parfois les règles pour combler certaines failles trouvées dans le jeu. Il a donc maintenant son propre système de règles que les joueurs appellent les règles maison. Lorsque Donjons et Dragons est sorti, l'une des lignes du guide du maître du donjon stipulait d'utiliser le matériel écrit comme base à l'inspiration, et c'est ce qu'il fait depuis. N'étant pas contraint par les anciennes règles, pas plus que les actuelles ou celles à venir, il peut créer des races, des nations, des cultures et des mythologies totalement inédites. Tu es en vacances dans ton domaine familial dans la région froide des Highlands écossaises. Tu as hérité d'un vieux château en ruine au milieu de nulle part. Dans ton enfance, tu chassais des écureuils dans la forêt voisine et une fois adulte, tu as apprécié les longues balades que tu as pu y faire. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Tu passes pour la millionième fois entre les arbres et tu remarques une petite construction en pierre, à moitié recouverte de terre et d'herbe. C'est bizarre, tu ne l'as jamais vue avant. Tu enlèves la terre et tu déplaces l'herbe pour voir ce qui se cache dessous. Tu tombes sur une petite porte abîmée par le temps, suffisamment grande pour un chien. C'est peut-être une niche royale? Tu tires la porte et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. C'est une petite pièce. Il n'y a rien à l'intérieur excepté un sac. Tu attrapes le sac et tu l'observes attentivement. Tu essaies de reconnaître le tissu, mais attends une seconde, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est un œuf de la taille de celui d'une autruche. Les chiens ne pondent pas d'œufs. Tu l'observes attentivement et tu remarques qu'il est très vieux et beaucoup plus lourd que prévu. Tu le secoues doucement et tu sens le liquide qui bouge à l'intérieur. Soudain, une énergie intense commence à émaner de l'œuf. Tu es choqué et tu hésites à le jeter, mais tu t'en empêches. Pour une raison inconnue, tu te sens attiré par l'œuf, comme s'il t'appartenait. Tu le tiens bien serré dans les bras, tu le protèges et tu le ramènes chez toi. Tu t'assieds en face de l'œuf que tu as posé sur la table de la cuisine. Tu attends que quelque chose se produise. Tes paupières sont de plus en plus lourdes et tu fermes doucement les yeux. Dès que tes yeux se ferment, l'œuf remue légèrement. Tu rouvres immédiatement les yeux, mais plus rien. Est-ce que j'ai tout imaginé? Soudain, il se remet à remuer. Il n'arrête plus. L'œuf roule sur la table, des fissures commencent à apparaître sur la coquille et quelque chose à l'intérieur se démène pour sortir. La coquille se brise enfin. Le poussin a donné le coup final. Il sort de l'œuf et s'étire. Il couine pour annoncer son arrivée dans le monde. Je suis libre. Tu observes ce qui est censé être un oiseau, mais c'est vraiment un oiseau très étrange. Il a 4 pattes, des ailes, la peau d'un reptile. Ah oui, c'est un dragon. Attends, un dragon? Oui, un dragon, te répond-il après avoir lu dans tes pensées. Quoi? Tu as du mal à t'exprimer. Tu es l'héritier des propriétaires de ces terres, n'est-ce pas? Tu hoches la tête. Tu es encore plus étonné. Ce machin parle. Conformément au décret de 1061, nous, dragons qui sommes nés sur vos terres, sommes fidèles à leurs propriétaires. Vous vous regardez droit dans les yeux. Le dragon attend clairement une réponse.
Tu es tellement déconcerté que tu ne parviens pas à prononcer une seule syllabe. Tu as choisi un nom pour moi ? Ah, un nom ? Oui, bien évidemment. Je vais t'appeler... Chien. Chien répond en s'inclinant élégamment. C'est un nom bien honorable. J'espère en être digne. Digne ? Je ne sais toujours pas ce que tu fais là, par contre. Pourquoi tu apparais maintenant ? Chien explique que l'environnement parfait pour les dragons se crée lorsque les éléments magiques contenus dans l'air interagissent entre eux. D'un point de vue scientifique, les changements dans l'atmosphère terrestre pourraient être à l'origine de cette apparition. On ne sait cependant pas s'il s'agit des changements de température, des niveaux d'hydrogène ou de changements dans les courants océaniques. Tu es tout chamboulé et tu vas te coucher. Le matin suivant, tu te réveilles en t'attendant à voir Chien, mais impossible de le trouver. Tu sors, tout est très calme. Tu n'entends aucun chant d'oiseau, aucun bêlement de mouton au loin. Soudain, Chien apparaît en volant. Il fait maintenant la taille d'une vache. Il a grandi beaucoup trop vite. Tu penses savoir pourquoi, mais tu n'oses pas imaginer. Première leçon, humain. Monte. Chien s'approche de toi pour que tu puisses grimper sur son dos. Tu ne lui poses aucune question. Il sait sûrement ce qu'il fait. Sans prévenir, il part en courant vers une clairière. Il prend de la vitesse comme un avion au décollage. Au gré de la force du vent, vous commencez à prendre de la hauteur. Chien va de plus en plus vite et tu te tiens de plus en plus fort. Il slalome à toute vitesse entre les arbres et tu voudrais vraiment être à terre. Tu entends sa voix dans ta tête. Tu vas être mes yeux. Tu verras ce que je ne vois pas. Je vois des arbres tout autour, il y a des collines au loin. Pas maintenant, t'interrompt Chien. Tu dois guetter les dangers, pas me décrire le paysage. Ça fait des heures que vous volez et tu ne sais pas du tout où vous êtes. Tu es trop occupé à te tenir et en plus il commence à faire froid. Tu aurais dû t'habiller plus chaudement. Saute maintenant. Tu sautes sans hésiter. Tu fais confiance à Chien, mais tu le regrettes très vite. Tu te retrouves dans le vide. Les arbres qui étaient si distants s'approchent de plus en plus vite. Ouvre les bras et accroche-toi. Chien se place en dessous de toi. Tu atterris sur son dos et tu t'accroches immédiatement. Bien joué, ça passe ou ça casse, dit Chien en riant. Tu atterris doucement dans un lieu que tu ne reconnais pas. Ramasse du bois, on va camper. Tu en as un peu marre que ton dragon te donne des ordres, mais tu obéis et tu pars ramasser du bois pendant que Chien décolle à nouveau. Tu ramasses une bonne pile de bois que tu mets en place à la perfection. Chien atterrit avec un grand bruit à côté de toi. Il ne fait aucune remarque sur ton travail et il allume le feu en un souffle. Il s'allonge paisiblement et il s'endort en ronflant. Tu apprécies la chaleur, mais le sol n'est pas spécialement confortable. Tu devrais peut-être t'allonger à côté de Chien, mais il te donne un coup avec sa queue. Les yeux encore fermés, il grogne. « Je ne suis pas un lit, je suis un dragon. » Et il se rendort. Tu t'allonges autre part et tu t'endors malgré le mal de dos. Tu te réveilles le matin suivant. La chaleur du feu s'est dissipée, Chien a encore disparu. Tu n'es pas spécialement surpris et tu soupires. C'est le pire dragon de tous les temps. Il arrive par surprise, comme d'habitude, et il te jette de la viande cuite. Tu ne veux pas savoir où il a trouvé ça. Il vaut mieux ne pas savoir. Mange. Aujourd'hui, nous avons un exercice important à faire. Le danger approche, dit-il en regardant vers l'horizon. Tu manges ta viande, ravi d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Tu lèves les yeux et tu remarques que Chien a doublé de taille pendant la nuit. Tu grimpes sur son dos. Ses ailes sont si grandes maintenant qu'il n'a pas besoin de prendre de l'élan. Il s'envole immédiatement sans prévenir. Sois attentif aujourd'hui, c'est le jour J. Chien s'élance dans les airs et tu lui demandes « Comment ça ?» « Concentre-toi » te répond-il brusquement. Vous volez vers le nord. L'air est froid, mais Chien émet plus de chaleur que la veille. Des nuages noirs se forment au loin. Alors que vous vous approchez, tu repères des formes dans le ciel, sans pour autant réussir à les distinguer. Chien comprend et il te dit « Des gargouilles de glace !» La même magie qui a fait éclore mon œuf les a réveillées de leur sommeil. Elles veulent congeler le monde. Nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Tu t'inquiètes de plus en plus en voyant que les gargouilles de glace sont nombreuses. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Et peut-être même que d'autres sont encore cachées dans les nuages. Chien s'élance vers elles. Il les repousse, crache du feu, les mord. Tu t'accroches et tu essaies d'éviter les bouts tranchants de leurs ailes. Il y en a trop. Chien ne s'en sort pas. Une gargouille de glace au-dessus de vous descend en piqué en visant Chien.
Elle a bien vu qu'il était occupé avec beaucoup d'adversaires. Tu lui bondis dessus et tu la percutes en plein vol. C'est comme si tu l'avais jetée sur de la pierre. Cette action n'a pas d'autre effet que de la distraire. Elle se libère de toi et tu commences à tomber. Chien te voit, mais il n'est pas en mesure de t'aider et il crie ton nom. Tu continues à tomber. Je t'ai eu. Tu entends une voix de fille. Elle t'a attrapé par le bras et elle te tire sur un autre dragon.